l'interview économique de TV Finance est avec Marc Toiti aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Aude. Économiste et bonjour à toutes et à tous. Du cabinet ACDFI. Alors, jour d'après l'inflation américaine, hier, le CPI qui a sorti en dessous de 5% sur un an. Ça a bien été interprété par les marchés. Pourtant, ça fait quand même, on est quand même redescendu sous un seuil symbolique. Vous l'interprétez comment? Alors, c'est vrai qu'on a quand même une inflation qui est à 4,9%, donc ça a bien baissé, bien entendu. On était à presque 10% il y a quelques mois encore, hein, souvenez-vous. Et donc, ça veut dire simplement que la Réserve fédérale a fait son boulot, tout simplement, sachant qu'elle a augmenté les taux d'intérêt. Donc, je rappelle, de 0,25 à 5,25, 5 points d'augmentation en si peu de temps, c'est-à-dire depuis 2022 finalement, j'ai vérifié, c'est du jamais vu depuis 1980-81. Vous vous rendez compte? Donc c'est vrai qu'il y a eu un choc assez incroyable. Donc c'est sûr que maintenant on a une petite baisse de l'inflation, mais quand même 4,9%. Hors énergie alimentaire, on est à 5,5%. Ça reste extrêmement élevé. Je vous rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est une inflation entre 2 et 2,5%. Donc on n'y est pas encore. Donc ça veut aussi dire que la Réserve fédérale ne va pas pouvoir baisser les taux d'intérêt comme certains l'imaginaient. Avant la fin de l'année. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une petite surprise, entre guillemets, négative, c'est que, du moins à court terme, c'est que normalement quand la Fed monte autant les taux d'intérêt, ça génère une baisse de l'activité. Il y a à la fois donc une baisse de l'inflation, mais aussi une petite récession. Or là, il n'y a quasiment pas eu de baisse du PIB, 0,6% de baisse en 2022 aux États-Unis. Et là, a priori, tout va bien. Donc c'est ce qui est très surprenant aujourd'hui. Donc malheureusement, je ne veux pas casser l'ambiance, mais à chaque fois qu'on a une telle augmentation des taux d'intérêt, un tel resserrement monétaire, inévitablement on a une baisse de l'activité. Donc il ne faut pas oublier qu'une phase de forte inflation se termine toujours par une récession. Mais d'ailleurs, on l'a vu dans cet indicateur, ce rapport sur les prêts, les banques qui ont considérablement durci les conditions de prêt. Et puis de toute façon, la demande n'est pas forcément là des entreprises. Mais exactement. Et alors surtout, il faut savoir qu'aux États-unis, il y a beaucoup de taux d'intérêt variables, notamment sur le secteur immobilier. Donc là, évidemment, ça nous rappelle la crise des subprimes, où pareil, les taux d'intérêt, si vous voulez, étaient passés de 1% à 5,75 à l'époque. Donc voilà. Donc ça veut dire que, bien sûr, ça génère... je dirais un affaiblissement du crédit. C'est pas que les banques elles rationnent le crédit, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Les clients sont pas là, ils peuvent pas s'endetter à ces niveaux-là. Plus une activité quand même assez moribonde. Donc ce qui fait qu'on a évidemment le plus dur reste à venir malheureusement sur l'activité économique. Je pense que pour l'instant, on a vu l'impact sur l'inflation, mais on n'a pas encore vu l'impact sur, je dirais, l'activité au sens large, sur le chômage également. Ça, c'est des variables retardées de l'activité. D'abord, on a l'inflation qui baisse, après on a l'activité qui recule, et après on a le chômage qui augmente. Vous voyez que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que peut-être la Réserve fédérale va baisser les taux d'intérêt à la fin de l'année ou en 2024, mais quand même, là, elle est quand même prise à son propre piège, c'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire qu'on a toujours une inflation qui est élevée, mais une économie qui stagne. Et ça, évidemment, c'est pas bon, parce que je rappelle que les marchés financiers... Mais son but, c'était d'éviter la récésion, déjà. Alors, son but, c'était d'abord d'éviter la surinflation. Oui, et après, donc, ça va se faire en 2 temps. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on veut plus se faire mal, entre guillemets, c'est-à-dire que l'État américain continue d'augmenter sa dette publique, donc on se dit, voilà, finalement, tout va bien, on va calmer le jeu. Mais en fait, c'est pas tellement grave d'avoir une petite récession si ça repart très vite ensuite. Sauf que là, on n'a pas eu la petite récession, ou quasiment pas. Donc, ce qui veut dire que, attention, ça peut être dangereux sur l'avenir, même pour les entreprises. Je rappelle que les entreprises, en bourse, sont valorisées grâce à leurs profits. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu des bonnes nouvelles, puisque on a eu une augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'inflation, un petit peu factice, alors que les coûts n'augmentaient pas énormément. Sauf que maintenant, l'inflation est en train de baisser, donc c'est bien, mais le chiffre d'affaires également va baisser, sauf que les coûs sont en train d'augmenter. Vous voyez, c'est une sorte d'effet de ciseau. Les marges qui sont rognées. Voilà, exactement. Donc les marges vont baisser, plus si on a une récession qui arrive, on l'attend, entre guillemets, elle n'arrive toujours pas, mais elle va bien finir par arriver, à ce moment-là, il y aura moins de profits, donc des marchés boursiers qui seront un petit peu moins euphoriques qu'aujourd'hui. Donc ils sont un petit peu trop optimistes, là, en fait. Complètement, sachant qu'en plus de ça, il y a la crise bancaire. Oui. Là, on n'en parle plus du tout. On va y revenir parce que ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, en tout cas le début de semaine, on a l'impression que sur des banques comme PacWest, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, enfin c'était tellement tombé bas que ça peut que remonter. J'ai envie de dire qu'on a touché le fond de la piscine, ça redémarre. Mais quand même, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Enfin, moi j'ai vécu plusieurs crises, on va dire, dans ma carrière. Mais là, on a quand même eu 5 faillites de banques en 2 mois. Donc 4 faillites américaines. J'ai fait le calcul en termes de capitalisation boursière, il y a 165 milliards de dollars qui ont disparu, envolés, juste avec les États-Unis. Donc c'est-à-dire que, juste sur les banques, sur ces 4 banques qui ont fait faillite, c'est quand même assez énorme. Pourtant, on dit, bon, c'est pas grave, c'est les actionnaires qui payent. Enfin, quand même, il y a la destruction. Et on fait comme si tout allait bien. Et ça servirait à quelque chose parce que la Fédération des banquiers américains a appelé à interdire temporairement le short selling, la vente à découvert. Donc, en fait, les spéculateurs qui choisissent une cible et puis l'attaquent, on l'a vu avec First Republic, PacWest. Vous savez, malheureusement, quand on commence à interdire ça, c'est que c'est déjà la fin. Ça, c'est comme quand en France, on va interdire les casseroles, c'est mauvais signe. Enfin, ce que je veux dire, mieux vaut qu'il n'y ait pas de casserole. Là, c'est pareil. Mieux vaut qu'il n'y ait pas de mouvement à la baisse sur les bancaires. Or là,
on sait très bien qu'avec la hausse des taux d'intérêt, eh bien, on retrouve un monde normal. Ce qui était anormal, c'était avant, quand on avait les taux d'intérêt à zéro, et que donc tout le monde se disait, c'est l'argent magique, c'est l'argent gratuit, c'est formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à ce moment-là, évidemment, aujourd'hui, on se rend compte que l'argent magique, ça n'existe pas. Il faut que ça s'arrête, du moins. Donc, c'est en train de s'arrêter, mais sauf que beaucoup pensaient que ça allait jamais s'arrêter, que ça allait continuer éternellement, notamment les dirigeants des pays qui ont augmenté leur dette publique. Vous voyez, aujourd'hui, on a donc dépassé le plafond de la dette publique américaine, on va peut-être en parler. Donc c'est 31 000 milliards de dollars, ce qui est quand même une somme énorme, c'est quand même 122% du PIB américain. Là, on est à 31 600 milliards. Donc on va devoir revoter le plafond de la dette, et si au 1er juin, ça n'a pas été voté, là, la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, ne le vote pas pour justement embêter un petit peu Biden, qui lui est démocrate, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire que l'Union américaine s'arrête. Alors bon, j'ai regardé, on a eu 18 shutdowns dans l'histoire américaine, donc chaque fois, en général, à chaque fois on se fait peur, c'est une sorte de film américain, si vous voulez, à suspense, puis à la fin, il y a, comment ça s'appelle, Rambo, qui vous voulez, qui arrive, et puis bon, on sauve sauf que, attention, là, la différence, c'est qu'on n'a jamais eu autant de dette publique. C'est-à-dire en termes, le poids par rapport au PIB, 122%. Et puis on a également des craintes sur l'hégémonie du dollar aujourd'hui, de plus en plus. Certains nous disent, on ne va plus payer en dollars, etc. Je rappelle que la force des États-Unis, c'est le dollar. Pourquoi, malgré des déficits extérieurs, des déficits publics, d'une dette publique, les Américains ne sont jamais inquiétés? Ils ont même encore le triple A. Pourquoi? Parce qu'ils ont le dollar, que quand, évidemment, tout le monde veut du dollar. Donc ce qui veut dire que, jusqu'à présent, ce qui veut dire que quand ils font de la dette publique, c'est nous qui achetons cette dette publique. Vous voyez, donc on finance la planche à billets américaine, etc. Mais est-ce que ça va durer éternellement? Donc là, on se rend bien compte que c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même un peu le début de la fin de la suprématie américaine. Et ça fait, évidemment, ça pourra générer un cataclysme, alors je vous rassure. Mais c'est quoi le risque d'un shutdown sur les marchés? C'est pas franchement... Ça dépend combien de temps il va durer. C'est-à-dire qu'on a eu le cas, le plus long, c'était le dernier, c'était avec Trump, ça a duré quasiment un mois. Et donc c'est vrai que, bon, là, il faut savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Les administrations ferment. On ne paye pas les fonctionnaires. Et alors, là, ça peut devenir dangereux, c'est si jamais ils décident de ne pas payer les intérêts de la dette. Oui, ça c'est intéressant, parce que là c'est un défaut. Ce qu'on appelle un défaut. Techniquement, c'est un défaut. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé, un truc pareil. Mais ça pourrait arriver. Si jamais le shutdown dure longtemps, il peut peut-être arriver un moment où on dit, là, on ne peut pas payer les intérêts à court terme. Une dette qui arrive et là, évidemment, ça veut dire qu'on doit dégrader. Bon, après, les taux d'intérêt à long terme repartent à la hausse. Ils ont déjà bien augmenté, ça repart à la hausse. Et là, évidemment, c'est pas bon pour les marchés boursiers, etc. Donc, ça va dépendre combien de temps ça dure. On voit bien Janet Yellen aujourd'hui qui panique un petit peu. Elle est en train de dire, attention, elle fait peur volontairement pour dire si jamais on n'arrive pas sur un accord, ça peut évidemment générer une situation très compliquée pour l'économie américaine, voire une récession. Et en quoi ça peut contrecarrer la politique monétaire menée par la Réserve fédérale? Ça peut bouleverser tous les bons effets pour l'instant qu'on voit? Alors ça c'est la bonne nouvelle entre guillemets pour les marchés, c'est qu'on se dit si jamais ça va mal, la Réserve fédérale elle va arrêter de monter les taux, peut-être même baisser les taux. Sauf que ça, attention, c'est là où je parlais du piège, c'est de la stagflation, c'est qu'elle ne peut pas le faire. Parce que comme on a une inflation qui est encore à 5,5% hors énergie et produits alimentaires, si elle baisse ses taux d'intérêt, elle est plus crédible. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi elle est bloquée. Donc, elle ne pourra pas baisser les taux d'intérêt aujourd'hui. C'est ce qu'ont compris les marchés, je pense, de ces derniers jours, en disant, bon, c'est bon, elle va faire une pause, elle ne pourra pas arrêter constamment. Alors, il y a un petit élément également qui est intéressant, c'est le pétrole qui est reparti un petit peu à la hausse. Hier, ça allait mieux, mais quand même, il est quand même reparti à la hausse, notamment aux États-Unis. Ce qui veut dire que là aussi, l'inflation, attention, elle pourrait avoir une petite mauvaise surprise sur l'inflation du mois de mai, une petite augmentation de l'inflation. Même si c'est marginal, hop, là les marchés ne vont pas aimer. Vous voyez, donc c'est quand même à surveiller. Alors, je ne parle même pas de l'Europe, où là évidemment on est qu'à 3,75% de taux réfi, donc on n'a pas fait le boulot encore, et l'inflation est encore à 7% dans la zone euro. Vous voyez, ça c'est quand même assez costaud. Mais on va bénéficier du fait que les États-Unis ont commencé avant et avec des effets c'est un peu ce qu'espère Christine Lagarde. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que autant la Fed, elle est crédible, mais elle a quand même perdu en crédibilité, autant la BCE n'a aucune crédibilité. Il faut être clair, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas sérieux. C'est un peu dur, aucune. Non, clairement, elle a regagné quelques points, si vous voulez, mais clairement aujourd'hui, on se dit, elle navigue à vue, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que on a 7% d'inflation, on a 2% d'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, il y a un problème, c'est ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est pas crédible. Leur prévision de redescendre à 2% en 2025, c'est pas crédible? Moi, je pense que malheureusement, c'est crédible, mais c'est un danger. C'est-à-dire que si effectivement l'inflation baisse à 2%, ça veut dire qu'on pourrait tomber en déflation. Moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. C'est que, comme on n'a pas fait le boulot... Ils ne sachent pas arrêter... c'est que, comme en 2022, enfin même 2021, l'inflation était là, je l'avais annoncé à plusieurs reprises un peu partout, ils ne nous ont pas écoutés. Ils n'ont pas écouté, non, mais nous, on s'en fout, l'inflation, il n'y aura pas. Ils sont plantés, il faut être honnête. C'est ça la preuve de crédibilité, je veux dire. Et puis, rappelez-vous la BCE n'a augmenté ses taux d'intérêt qu'en juillet 2022.
Et là, attendez que l'inflation soit énorme déjà, on est monté presque à plus de 10% dans la zone euro. Donc c'est ça le problème de crédibilité, c'est pas sérieux. Et encore quelques temps, Mme Lagarde disait l'inflation vient de nulle part. C'est pas sérieux de dire ça. Donc il y a du boulot pour gagner en crédibilité. Et là, c'est vrai que ça va être un problème. Il y a des petites erreurs de communication parce qu'en fait, l'inflation était majoritairement importée. C'était pour ça qu'il y avait justement, mais maintenant, le problème, c'est que même l'inflation hors énergie, elle remonte également. Elle reste très élevée. Donc c'est ça le problème, c'est que, si vous voulez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'elle est sortie du tube, on ne peut pas le remettre. Nous, c'est exactement l'erreur qu'on a faite. Pourtant, c'est vrai que toute notre génération, on va dire, on ne sait pas ce que c'est que l'inflation. La forte inflation, je dis, la dernière fois, c'était début des années 80. Vous voyez, on était tout jeunes. Vous n'étiez même pas né, peut-être. Mais je dis, voilà, vous voyez. Donc, je dis par là, c'est que, à partir de là, on a ce problème où on se dit, bon, l'inflation, elle n'arrivera jamais. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Si vous voulez, on allait voir les dirigeants politiques, monétaires en France, ailleurs. Non, mais l'inflation, ça n'arrivera pas. Ça sera, voilà, comme vous l'avez dit, uniquement énergétique. Ben non, parce qu'une fois qu'on a laissé l'inflation s'installer, ça se généralise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a l'inflation énergétique. Elle a baissé, sauf que maintenant, après, les coûts de production ont augmenté. Donc là, l'inflation s'est généralisée. Et maintenant, on a l'augmentation des salaires. Donc, ce qui est logique, parce qu'il faut bien que ça suive. Et donc, ça veut dire que les entreprises, après, vont encore répercuter. Donc, comment ça se termine à la fin? C'est pas compliqué. On a eu l'exemple du Japon, par exemple. Il y avait une très forte inflation dans les années 80-90. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Puis après, la bulle, ça a explosé, si vous voulez. Et donc là, on a eu de la déflation. C'est ça qui est très dangereux. Moi, en fait, le fait que l'inflation baisse, ça peut être dangereux aussi. Parce qu'on peut tomber, vous savez, on ne la maîtrise pas, l'inflation. C'est ça le problème. Donc on peut passer de la surinflation à la déflation. Vous savez, au Japon, il y a eu comme ça quasiment 20 ans de déflation. C'est-à-dire de baisse des prix. Et ça, c'est un drame, si vous voulez, pour l'économie. Oui, par exemple, l'inflation. Les prix de 1998 au Japon ont été retrouvés, le niveau des prix, en 2018. Vous vous rendez compte? 20 ans plus tard. Bon, on espère que ça donc voilà, c'est ça le danger. Pas du côté de j'espère aussi, mais je suis un petit peu inquiet parce qu'encore une fois, il faut aujourd'hui arrêter le déni de réalité. Il faut dire quand il y a effectivement des difficultés, et il faut réagir en conséquence. Le problème, c'est que malheureusement, maintenant, on va arriver sur la phase difficile de ralentissement économique, voire de récession. C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. N'oubliez pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc on s'en sortira, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis, mieux vaut avoir une petite crise, percer l'abcès rapidement pour redémarrer assez vite que si l'abcès grossit, après la crise elle est beaucoup plus compliquée à un reset comme votre élite. Reset 2. Merci beaucoup Marc Toiti. Je rappelle que vous êtes économiste et donc aussi président du cabinet AC Défi. C'était l'interview économique sur TV Finance.